Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, nous sommes ici au Maroc, pas très loin de Marrakech, à 30 minutes environ de Marrakech, dans un des terres d'éveil que tu as créé, Rachid. Oui. Un honneur de pouvoir t'interviewer de nouveau. Merci beaucoup. Lilou. Notre interview de la dernière fois a beaucoup plu. Elle a été vue en quelques mois, 70 000 vues, mais c'est ce partage qui a juste été magnifique et tellement naturel de la part des gens qui t'ont entendu, qui t'ont vu et qui t'ont trouvé dans ta simplicité, ton élan de cœur, juste quelque chose qui leur faisait du bien et qui les apaisait. D'ailleurs, spontanément, des co-créateurs sont venus te voir ici à Marrakech, puisqu'il y a un terre d'éveil Médina, mais il y a un terre d'éveil aussi à Marrakech, dans un des quartiers de Marrakech, donc qui est très accessible. Les Français et d'ailleurs des personnes du monde entier viennent à Marrakech pour un point de vue touristique. Oui, on est... Mais c'est un honneur pour moi de pouvoir montrer un tel exemple de ce que tu as fait à travers et co-créé avec plein d'autres personnes, bien sûr, ce centre, avec ces intentions qui viennent du cœur, en toute simplicité, et à quel point ça fait du bien pour toutes les personnes qui viennent, pour X ou Y raisons. Certaines personnes viennent pour apprendre les cosmétiques, d'autres sur la géobiologie ou encore la création des parfums. Il y a tous ces différents sujets que tu proposes ici et des rencontres entre thérapeutes. D'ailleurs, moi-même, je suis venue, on a organisé une rencontre à la dernière minute. Oui. Tu as cette façon d'être dans une fluidité très particulière. C'est très agréable d'être à tes côtés pour voir la manière dont tu vis ta vie et le flow. Tu vois, tu incarnes ce flow. Et en ça, je trouve ça juste très intéressant de rencontrer des personnes comme toi et qu'on ait la chance de croiser ton chemin. Donc j'espère que beaucoup de co-créateurs ont la chance de te rencontrer, de te voir, parce que tu émanes beaucoup de gratitude, hein. Tu es très souvent, non? Tu te sens baigné dans une reconnaissance totale. On a l'impression tu es dans une... Comment tu expliquerais ton état d'être? C'est une méditation. On est conscient tout le temps et en reconnaissance tout le temps et en bénédiction à chaque moment. Pas quand on gagne, pas quand on a ou on n'a pas, mais quand on est bien, on n'est pas bien, ça fait que l'autre face de la médaille. Mais c'est toujours, cette reconnaissance est toujours là. Quel que soit ce qui se passe. Quel que soit ce qui se passe, oui. De toute façon, si on veut programmer, on ne peut pas changer ce qui était déjà programmé. Je veux dire, on est dans un élan et je répète tout le temps que l'univers a plus de créativité que nous. Et quand on réussit à faire, à réussir nos projets, on pense que c'était même pas prévu, on dit, alors que c'était prévu. La preuve, c'est que on a réussi à faciliter, à faire avancer. J'aime quand tu dis ça. Ouais, du coup, le premier de l'an, je l'ai passé avec toi et tu m'as dit, mais non, c'est complètement inattendu qu'on soit là dans les montagnes. Mais tu m'as dit si, c'était déjà prévu. Moi, ça me choque quand les choses arrivent et les gens ils pensaient que c'était pas prévu. La preuve que d'ailleurs, les anciens, c'est comme ça qu'ils considéraient, qu'ils prenaient tout, la santé, la maladie, tout ce qui se passe. La preuve que c'était prévu, c'est il s'est passé. Du coup, tout est prévu. C'est beaucoup plus serein quand on aborde la vie comme ça, non? Oui, parce qu'on résiste moins déjà. Il ne peut pas avoir confiance et résistance. Pour moi, ça ne va pas ensemble. On fait confiance, mais ça casse tout. D'ailleurs, on parlait de géobiologie, on parlait des gens qui font confiance à leur intuition, à leur ressenti. La seule chose qui va les décentrer, c'est le doute. Dès qu'il y a le doute, ça y est, on est perdu. Du coup, il faut avoir cette certitude. Au début, c'est pas facile, mais après, on est face à des personnes. Vous voyez que il a la certitude que c'est ça qui va pas ou qui va. Et c'est convaincant. Et on lâche parce qu'on sait que qu'on fait confiance. Ouais. C'est ce que je mettrais avant sous 100%, être 100% responsable aussi de sa vie, et en même temps. J'ai pas l'impression que ça soit comme ça que tu vis ta vie en étant 100% responsable. Parce que ça tient pas à toi finalement, ça tient à quelque chose de plus grand, non? C'est ça. Être responsable soi-même, en fait, c'est une vision pour moi trop limitée. C'est trop limité, ça nous limite et on sait pas tout. Et on contrôle pas tout. On dort, on sait pas si on va se réveiller. Mais par contre, du coup, je risque d'avoir peur de ne pas se réveiller. Mais quand on fait confiance, on lâche, je dors avec des projets. Et même quand on n'est pas bien, les gens ils sont malades, mais on espère toujours qu'il y a quelque chose
au-delà, en fait, et on espère toujours, même quand c'est trop bas, ça peut toujours changer, ça peut toujours remonter. Du coup, c'est la confiance. Et quand on a confiance en soi, on a confiance en l'univers aussi. Ouais. Tu es d'une lignée de soufis, toi? Oui, je suis d'une confrérie. Comment les soufis voient la vie? Ils font confiance. Et on sait que voilà, on est tous prédisposés à tout, et qu'on est tous capables de tout. Et c'est l'alignement de chacun, en fait, qui va faire que voilà, qu'on arrive à son but, par des pratiques, par des rituels, par la méditation, par la prière, par le vide, par le la détachement. Connaissance aussi. La connaissance, bien sûr, oui. On dit, on worship pas, on prie pas Dieu avec ignorance, mais par sagesse et par savoir aussi être et faire. Du coup, on comprend, mais il y a la confiance, il y a des choses qui dépassent, en fait, qui dépassent voilà, notre champ, et c'est sur un autre plan que ça se joue. Qui dépasse l'entendement même, qui dépasse la raison. Hein. Exactement. Et dès que ça dépasse nos limites, on lâche. Et on remet à plus grand. On remet à plus grand. Et on le nomme comme on veut. Ouais. Mais quand on fait confiance, voilà. Dieu, l'univers... on lâche. On lâche. On dépose. On dépose, mais avec l'intention de retrouver et d'équilibrer. Ben, si l'intention est concrète, bien focus, et c'est le moment. Parce que des fois, on n'est pas prêt. Il y a plein de choses qu'on souhaite, mais s'il arrive, on parle d'amour souvent, si ce n'est pas le moment, on va vite perdre en fait ce qu'on a. Mais des fois, il y a comme la graine, il faut que le moment arrive pour que ça éclose. Ouais. Mais il y a des fois cette traversée du désert, cette obscurité où la lumière n'est plus. Ça t'est arrivé des fois d'attendre pendant un certain temps ou de traverser, d'avoir des traversées qui sont vraiment obscures? C'est à ces moments-là on sait qu'il y a la lumière parce qu'on est dans l'obscurité. Quand on est enfermé à l'intérieur, on voit la lumière de l'autre côté. Alors on peut, si on est dans l'obscurité, on peut qu'aller vers la lumière. Et ben ça dépend de chacun. Si c'est le moment, sa capacité en fait à vraiment avoir un objectif et d'avancer vers cette lumière. La lumière, elle est en nous. Ouais. C'est pour ça qu'on ne rajoute pas, il faut juste revenir vers soi. La lumière, c'est notre état. Mais on a eu tendance à prier Dieu, à prier quelque chose d'extérieur, et pas à le reconnaître en nous. Que finalement, cette dimension-là aussi, on l'a en nous, elle n'est pas qu'extérieure. C'est ça, on remet tout à nous, en fait. Je veux dire... Tout émane de nous. Je veux dire, on prie Dieu, mais Dieu, il est en nous. On est son souffle aussi. Pour les sophistes, en fait, il va prier Dieu jusqu'à Dieu soit en lui, en fait. Du coup, c'est un état d'amour, c'est la fréquence, en fait. C'est plus l'amour par rapport à la matière, mais c'est juste un état... Vibratoire. Fréquentiel. Exactement. Tu parles en termes de fréquence, toi? Oui. Tout vibre, et si on vibre avec des choses, on les capte, on les attire. Et aujourd'hui, les outils qu'on a à disposition, scientifiques et autres, ça démontre très bien ces fréquences et ces vibrations. Mais voilà, on est allé du ressenti aux outils externes, et aujourd'hui, voilà, on retourne à soi. Quand on fait confiance, on ressent. D'ailleurs, les gens, ils vont sentir, l'autre, ils vont capter des vibrations de l'extérieur, mais en eux. C'est ça. Et c'est ça qui est assez troublant avec toi, c'est qu'il y a c'est une façon d'être qui est transmise juste dans ta manière d'être, finalement, qu'on peut ressentir. Enfin, on ressent les personnes quand elles sont bien elles-mêmes, tu vois, ça vibre différemment, on se sent bien à leur côté. C'est une forme de transmission, ça, juste d'être dans... Que toi-même, tu incarnes cette vibration-là qui t'est chère, que tu fasses tes pratiques, que tu ressentes cette paix intérieure, et tout ça, finalement, ça se dégage, ça s'émane de nous, et c'est ce qu'on transmet à l'autre. C'est une forme de transmission, il n'y a pas qu'une transmission orale. Non, vous venez de parler de fréquence. En fait, on peut être en présence de quelqu'un, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin... Il y a des gens, des guérisseurs, on les connaît, c'est juste une présence, ça suffit pour apaiser, comme les lieux, d'ailleurs. Ce lieu, d'ailleurs, on est ici chez toi, un lieu que tu as co-créé de tes mains. Hein. Oui, c'est les ça. Murs avec tes enfants. C'était
une méditation. Malaxer la terre, c'est une méditation. Le choix de la terre, le choix de la pierre, le choix du bois, c'est des matériaux nobles, de la laine qui vibrent en vibration. Et du coup, on vibre avec, on les ressent. Et quand on met tous ces données ensemble, voilà, après on est porté, on n'a plus besoin d'efforts en fait. Tout vient naturellement, tout est là déjà. C'est juste coller. Mais on t'a appris à construire. J'ai appris, oui, j'ai appris, je mets la main, je suis manuel, je suis bijoutier, du coup je sais que j'ai la capacité, j'ai des mains, et il y a l'envie, j'aime tout ce qui est fin, tout ce qui est naturel, et l'apprentissage se fait vraiment naturellement. Oui, c'est-à-dire qu'avec l'intention, toutes les choses arrivent et les matières que tu as dû utiliser, les cristaux peut-être que tu as posés ou le cuivre, toutes les choses, comment c'est arrivé, comment cette pièce s'est créée? Parce que c'est un peu à la même image de tout ce que tu fais dans ta vie, Rachid. Qu'on parle de cette pièce ou d'autre chose, on parle de la même chose. On parlait de vibration, en fait, on vibrait terre, on voulait de la terre, on vibrait tellement avec, on arrive à rentrer en résonance avec quelqu'un, un ami qui passe et qui me dit voilà, je vais te fabriquer 3000 ou 4000 briques en terre, je te ramène une quantité de terre, et des personnes qui connaissent la terre, qui ont grandi dans la terre. Du coup, on n'a pas cherché, on n'a pas appelé, il n'y a pas d'effort. Et du coup, la terre est venue et le travail se fait devant nous avec les enfants, avec les gens qui souhaitent en fait faire cette méditation. Ouais. Ouais. Et tout était déjà dans la nature, on a juste assemblé pour que c'est des arbres qui sont destinés à brûler, parce qu'ils sont, on dit, sont morts, mais ils ont encore une utilité. Tout est là, il suffit de vibrer avec leur résonance et y répondre. Ouais. Peux-tu nous parler du cuivre ? Ce que le cuivre représente et à quel point c'est un transmetteur, justement. Chez nous, d'ailleurs, comme en Ayurveda, chez les hindous, on met toujours les bracelets en cuivre. Et on pensait que le cuivre peut nous aider à guérir des douleurs articulaires, du rhumatisme. Mais il y a aussi le fait que quand on met un anneau en cuivre, il y a deux bouts, en fait, un pôle négatif, un pôle positif. Et du coup, ça crée une bobine à l'intérieur. Et en géobiologie, on va utiliser le cuivre, ces anneaux. Je ne sais pas si vous avez vu l'arbre que j'ai un arbre qui n'a pas donné d'amande depuis 13-14 ans. Et quand on a détecté, on lui a mis un bracelet en cuivre vers nord, en fait, pour capter l'énergie dont il a besoin. Voilà, on croit tellement à ça. Et on a eu la première année, en fait, où il a fait des amandes, c'était une fois qu'on a compris son besoin et on a utilisé le cuivre. D'ailleurs, pareil, pour quand il y a un rayonnement pathogène dans un lieu, en géobiologie, on va planter le cuivre à des endroits précis sur lesquels on passe avec des antennes ou avec le ressenti. Le cuivre est une matière noble, d'ailleurs, comme tout, quand on respecte les matériaux et on fait des bonnes associations, ça crée une énergie encore meilleure. Du coup, le métal, cristaux, bois, c'est végétal, minéral. Et ils communiquent ensuite entre eux. Ils communiquent entre eux et on crée une synergie. D'ailleurs, comme les épices, le poivre, il est épicé, le piment, il est Parce qu'on se sent très bien dans cette pièce. Ouais. Il y a quand même des ingrédients dans une bonne recette. Il y a des ingrédients et si on fait confiance en fait à soi, on sent des fois on a une orientation qui nous convient, mais parce que j'aimerais avoir une vue ou quelque chose, on va aller contre ce ressenti ou cette vibration qui, si on s'écoute, bien sûr, il y a des outils à apprendre, à demander à ceux qui sont un peu en avant pour aider. On peut réunir tous ces ingrédients pour créer une très bonne synergie. Du coup, l'association des matériaux. C'est où le cuivre? Alors, déjà, le travail qui se fait dans la vallée heureuse d'Aitpogmaz, c'est un lieu qui vibre très fort. Et le travail qu'on a fait depuis plusieurs années avec les locaux, le bois là-bas, je veux dire, il suffit que je nomme en fait le lieu, qu'on vibre avec le lieu. Du coup, ils nous ont donné un peu de bois de noyer. Du coup, c'est pas un bois qu'on a acheté, mais c'est un bois qui est donné avec amour, d'un arbre vraiment mythique. Et le bois de cèdre, c'est ce qu'on utilise
dont les encens en petite quantité pour faire vibrer un lieu. Du coup, quand on associe ces ingrédients, entre le sel, le cristal, le cuivre, le bois, voilà, il n'y a rien qui dénote en fait la synergie se crée entre tous ces ingrédients. Et on le ressent. Ben oui, on le ressent. Mais clairement, moi, je fais mes interviews d'ici, je me sens portée, on se sent bien, serein, apaisé, les énergies circulent, ça favorise... D'ailleurs, les confréries, quand on parle des lieux spirituels, les gens, ils vont pas pour un soin. Ils vont voir personne dans la confrérie Nassiri. Les gens, ils vont pour le lieu. Ouais. Du coup, le lieu porte. Rien que de se trouver dans des lieux, on sent que la vibration, il est haute. Et du coup, si on est orienté guérison, voilà, c'est ce qu'on va voir. Abondance, c'est ce qu'on va voir. Ça dépend de notre intention. Parce que s'il n'y a pas d'intention, on va passer à côté de nous-mêmes. On est passé à côté de quelque chose, mais ça revient toujours à nous. Mais parce que il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui se sentent appelés de créer leur lieu et de créer des endroits comme ça pour rassembler du monde, comme ce que tu as fait avec Terre d'éveil. Et c'est beau de voir des exemples comme le tien, tu vois, et de les partager parce que c'est super inspirant pour nous de voir aussi, même quand j'interviewais Nazik, quand elle parlait de cet appel du cœur, de son cœur a senti cette terre qu'elle était destinée à ce qu'elle fasse fleurir ce jardin, tu vois. Est-ce que toi aussi tu as senti au niveau du cœur quand tu as vu ce terrain-là, là où est maintenant Terre d'éveil, ou en tout cas celui auquel je pense dans Marrakech. Exactement. Ton cœur l'a senti, et c'était un appel. C'est comme si c'était la terre qui nous appelait dans un certain lieu. C'est ça. D'ailleurs, ce lieu-là où j'ai construit ce petit jardin, il n'était pas prévu. Pour moi, je cherchais à acheter un terrain pour une autre personne. Et j'ai visité pas mal de choses dans la région. Et quand je suis venu là pour lui, c'était hors son budget. C'était pas possible. Et moi, j'avais pas de budget. Lui hors budget, moi pas de budget. Mais le lieu, j'ai dit au monsieur, je pense pas que quelqu'un peut faire quelque chose avec ce terrain si c'est pas moi. Il est pour moi. J'ai pas d'argent, mais je le veux. Et tu t'es entendu dire ça, t'as halluciné ou tout était très clair? Non, c'est comme ça que ça marche. Comme ça. Normalement, oui. J'ai fait le tour du lieu. Voilà, j'ai ressenti que c'est un lieu où je peux faire des choses. Et c'est pour moi. Il convenait vraiment à la vision. Il est vraiment. Il convient à ce que j'ai en cœur, plus pas en poche, pas en tête. Et il a ressenti, il est de la même région que moi, en fait. Il a grandi dans cette confrérie aussi. Il m'a dit, je comprends. S'il n'y a pas d'argent, voilà, tu le prends et tu payes quand tu peux, tu payes ce que tu veux. Et c'est comme ça que ce lieu a été fait. Du coup, voilà, c'est pas une recherche parce qu'il y a les moyens, c'était pas un projet. J'étais déjà sur un autre centre, j'habitais déjà. T'étais pas dans une démarche commerciale. Oui, parce que... D'ailleurs, ça t'agace un petit peu, tout ça. Oui, parce que la démarche commerciale va casser, parce qu'il y a une programmation, il y a plein de choses. Après, on est dans un cadre, il faut rentrer dans une case, il faut calculer, il faut avoir un budget. Et là, pour moi, ça casse avec l'élan, en fait. On va se limiter à ce qu'on a dans la poche. Alors, le baraka dont on parle dans notre culture, le baraka, c'est l'abondance, c'est ce qui est destiné, en fait, pour moi. Baraka, c'est l'abondance? Le baraka, c'est une sorte d'abondance. Je gagne tant, du coup, c'est le gain, il est limité, mais ce que je vis, ça dépasse mon gain. Et là, ça relève pas d'une programmation, d'une gestion des ressources, mais ça relève, voilà, de ce qui était destiné, en fait, pour nous. Et moi, je fais confiance, je crois, en fait, à cette baraka ou à ce qui est destiné pour moi par l'univers, que ce que j'ai en tête, ce que j'ai en poche. Et ça marche toujours. Parce qu'il y a confiance. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent te voir, tu factures pas, il n'y a pas de relation d'argent. Il y a des gens qui achètent des produits, qui vont dans la boutique, ok, mais sinon, il y a des soins que tu fais, il y a des choses que tu fais, il y a plein de choses que tu fais gratuitement, mais pour toi, c'est même pas le mot gratuit qui devrait être. C'est même pas gratuit, en fait. Ça. On sait ce qui nous fait du bien, mais je n'ose pas aller le chercher parce que j'ai pas les moyens. Du coup, on peut pas mettre le prix sur quelque chose qui est pas marchande, en fait. Et après, quand les gens viennent, ils nous apportent aussi beaucoup de choses, en fait. Après, quand on est ensemble, on ne sait pas dans le baraka de qui qu'on baigne, je veux dire. Alors, quand on ferme la porte, on ferme pour les deux, je veux dire.
Du coup, quand les gens me demandent combien ça coûte, je dis non, normalement, il n'y a pas de coût. Les gens qui ont les moyens, voilà, ils payent. C'est ce qu'on fait avec les formations. Les gens qui ont les moyens, ils viennent pour un atelier à Terre d'éveil. Mais nous, on part dans les lieux où les gens, ils ne savent même pas qu'on existe et qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'électricité, ils sont analphabètes, ils pensent qu'ils n'ont rien. Ben, on redistribue par nous-mêmes. Et du coup, ça garde en fait un équilibre dans notre cœur et c'est une redistribution naturelle. Par rapport aux soins, pareil, nos parents, ils étaient dans le soin, mais il n'y avait pas de prix. En fait, c'est un don, c'est un échange. Et moi, je trouve que l'échange se fait déjà quand on est en soin. C'est tellement bon à ressentir, à recevoir, à redonner après. C'est un apprentissage, c'est une confiance. Quand je fais le soin, je demande des fois aux gens, oui, qu'est-ce que je vous dois? Parce que ça nous charge aussi et on se dévoile en fait en faisant un travail comme ça. Du coup, c'est un échange. C'est pas fatigant. Si on se fatigue, c'est qu'il n'y a pas d'échange. C'est ça, parce que tu dors pas beaucoup, toi, hein? Je dors pas beaucoup. Tu te sens pas fatigué à la fin de ta journée? Non, pas du tout, parce que je fais rien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des échanges et ça nourrit. On est passionné. On n'essaye pas de rentabiliser le temps, mais de... C'est ça, rentabiliser le temps, c'est ça qui épuise, non? Ouais. Ça épuise, ça, de rentabiliser le temps. Si on le voit d'une façon faite un peu commerciale, mais quand on sait qu'il y a tellement de personnes à rencontrer, de choses à découvrir, à apprendre, on laisse une partie des choses à faire à un moment jonctionnel entre le sommeil et l'éveil. Et c'est là où on va se trouver avec soi, mais le vrai soi. Du coup, il n'y a plus de téléphone qui sonne, il n'y a plus de personne ne sollicite. Et on se trouve vraiment avec soi en ce moment. D'ailleurs, les bébés, ils pleurent au moment de dormir parce qu'il va se trouver avec tout seul. Il ne sait pas encore. Et du coup, c'est un moment vraiment important pour avancer sur un travail personnel. Ouais. Il y a d'autres étiquettes qui t'énervent un petit peu comme ça, qui sont utilisées, pas qui t'énervent, mais qui te titillent, on va dire, comme peut-être être guérisseur ou être... Oui, j'arrive pas encore à accepter. D'ailleurs, je suis toujours étonnée chaque fois que, la recherche d'eau, par exemple, après plusieurs années qu'on va en géobiologie, on travaille de radiesthésie, quand on fait on participe à détecter l'eau, à faire un travail comme ça, et on voit que ça marche. Je rentre à la maison, je dis à ma femme, imagine, ça a encore marché. Rien n'est acquis. On est toujours étonné. Et puis il y a la partie aussi rationnelle en nous qui est malgré qu'on vit, qu'on a hérité, on n'a pas travaillé pour ça. Il est en nous tous. Et on a vu nos parents faire. Mais les parents, ils étaient d'une autre époque en fait, où je pense le mental avait moins de place par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, nos outils sont plus techniques, stimulants, surstimulants. Ouais. Mais on arrive, je veux dire, s'il y a cet accord avec soi, on arrive après à juste passer par les outils pour comprendre et pour retourner à ce qu'ils faisaient nos parents. Et du coup, on n'a plus besoin d'outils. Parce que si on accroche un outil, on le pose sur un point pathogène où il y a quelque chose il ne va pas bouger, l'outil. Le pendule, il ne bouge pas seul. Alors qu'il est sur l'eau, l'antenne, il ne va pas bouger. On est le vrai outil. Et c'est ça qu'on essaie aussi de partager avec les gens. Quand on est l'outil, il faut juste avoir un mode d'emploi. Il faut qu'on fasse une rencontre. Et souvent, c'est à travers un déséquilibre, ce qu'on appelle maladie, ou un moment difficile, qu'on va faire une rencontre. Et la personne vient en pensant qu'il a besoin d'aide, mais en fait, il nous ramène même une richesse, un diamant, en fait, un crayon pas taillé. On va tailler, et la mine est là, on profite tous. Il va écrire, on va comprendre. Parce que ça, les gens viennent à toi naturellement en pensant qu'en te rencontrant, clairement, ils vont vivre une guérison et que tu vas leur trouver la solution et qu'en gros, comme on irait chez le médecin, quoi. En gros, vas-y, file-moi l'ordonnance et voilà. Mais je veux dire, vu le nombre de maladies, vu le nombre de souffrances qu'il y a, vu toutes les choses qui remontent à la surface en ce moment, on doit retrouver cette autonomie de guérison, de se ressentir relié, d'être connecté à nos émotions, de se laisser guider, etc. Et tu vois, je pense que
tu incarnes ça aussi, tu vois, tu nous encourages à... Les gens, ils sentent ça parce qu'on n'est pas juste dans la matière. Malgré les outils, malgré les plantes, la phyto, l'aroma, la litho, l'homéopathie, il y a beaucoup d'outils, biorésonance, on a tellement d'outils. Mais sur un autre plan, les gens, ils vont sentir que oui, on a fait tout ça, mais ils savent qu'il y a une autre porte qu'on peut taper dessus et espérer une guérison ou un équilibre. Sans faire le job eux-mêmes. Sans faire le job eux-mêmes. Et ben, si jamais ils sont dans cette ouverture, du coup, on peut créer une nouvelle réalité, comme je dis toujours, sur un plan spirituel, au-delà des outils, au-delà des plantes. D'ailleurs, on va même faire appel aux plantes, mais sur un plan énergétique. C'est ce qu'ils faisaient, nos parents. Nos parents, ils n'utilisaient pas, ils ne connaissaient pas les huiles essentielles. Mais ils vont noter les fréquences ou les noms des choses ou des mots. Ça, je t'ai vu noter des petits trucs dans des calepins, toi, des petits chiffres, des fractales même. C'est ça. C'est des hijabs, c'est des fréquences. On sait qu'un médicament ou une plante ou un aliment nous fait du bien, au lieu de le consommer, parce que voilà, on est face à un déséquilibre tout de suite. On peut noter sa fréquence. Voilà, quelques mantras védiques ou coraniques. Voilà, on structure la demande avec une clé. Et il y en a tellement de clés, et on peut placer le papier avec la fréquence d'huile essentielle de Golteri, par exemple, de lavande, sur le lieu, et on l'apaise. D'ailleurs, c'est ce qui fait le guérisseur ou le coupeur de feu. Il va émettre une intention, il va lire une prière, à distance même. Et ben, il oriente l'intention vers l'organe qui est en difficulté, et on a un résultat. Du coup, le pouvoir de la pensée, il est beaucoup plus puissant que la matière. Mais si on peut associer les deux, qu'on peut avoir des outils, parce que ça fait aussi une distraction pour le malade. T'en as quelques-unes, quelques distractions, toi, à proposer. Hein. Ouais. On aime les outils et on est passionné et c'est agréable. On n'attend pas d'être malade pour utiliser les plantes. On peut faire des parfums juste pour vibrer encore mieux et pendant une période. Du coup, je trouve que c'est magnifique. La nature est tellement riche. Il nous offre beaucoup d'outils. Si on arrive à les mettre ensemble et on peut créer des synergies vraiment qui nous fait vibrer à ce qu'on souhaite. Et à quel moment on est suffisamment, on va dire, distrait de nos croyances, de tout ça et du brouhaha pour trouver justement ce point d'auto-guérison en nous, ou de retrouver cet alignement? Parce qu'on est sans cesse finalement déséquilibre, d'après ce que je comprends. C'est ça. Mais à un moment, on retrouve cet équilibre et le corps fait le job, la vie fait le job, la vie nous traverse. Oui, il faut déclencher, soit chez nous, si c'est un travail personnel, ou chez l'autre, déclencher ces mécanismes subtils, en fait. Ils se basent sur la confiance, c'est ce qu'on disait avant. Quand les gens ils sont fermés, des fois ça marche même, les gens ne croient pas à l'hypnose, mais ils vont avoir résultat. Tu parlais de Dream Machine, les gens qui sont sceptiques, ils ont fini par se fatiguer et dormir. Du coup, il y a la puissance des outils, mais s'il y a cette conviction que ça marche, on va associer en fait les deux sur les deux plans, matière et confiance, et c'est ce qu'on souhaite. On souhaite un équilibre presque parfait. Ouais. Et pourtant on est comme des funambules. Hein. Je nous vois souvent comme des funambules parce qu'on est sans cesse presque en déséquilibre. C'est ce qui nous fait aussi avancer. Ouais. Et ça dépend de notre force. Le déséquilibre, il vient par rapport à la force qu'on a. On sait, l'univers sait qu'on a la force pour sortir. On ne s'en sort pas quand on dit oui, ça y est, c'est la fin. Dès qu'on s'arrête, d'ailleurs, vous avez sûrement rencontré des gens suite à la maladie, qu'ils ont visualisé, qu'ils ont compris que le corps est doté de ses capacités d'auto-guérison. Mais des fois, on ne peut pas le déclencher tout seul. C'est une rencontre, en fait. D'ailleurs, une rencontre avec toi, ça permet même aux gens comme moi de s'écouter, parce qu'on ne parle pas souvent, il y a des choses, c'est un fonctionnement. On ne va jamais parler de ce qu'on fait. On le fait. Les anciens, mon père, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais quand il met la main sur des choses, on dit guérisseur. Aujourd'hui, avec cette possibilité, en fait, d'échanger sur des sujets comme ça, qu'ils étaient un peu... on ne parle pas de ces choses-là. Rester secret. On dit c'est une prière qu'on a On sent que tu veux rester discret, Rachid. Oui, je pense que c'est ce qui fait aussi
marcher, voilà, cette magie, en fait, c'est un cadeau. Je veux dire, le karamat, on dit en arabe, c'est des dons aussi. Si on croit vraiment au don, que quelqu'un a un don, c'est précieux, je veux dire, on n'aimerait pas le dévoiler. Et c'est ce qui fait que, voilà, ça étonne tout le temps. Et ben, je veux pas que l'étonnement vienne juste de l'autre parce qu'il a eu résultat. Je suis tous les jours étonné aussi quand je réussis dans un atelier ou dans un soin, juste à mettre le doigt sur quelque chose, et après c'est la personne qui va faire le travail. Mais au moins il croit, voilà, il n'est pas malade, c'est une surguérison. Son corps est tellement intelligent qu'il a consommé tout son calcium pour épargner le cœur, sinon il sera mort. Mais non, c'est juste les os. Du coup, s'il comprend, on peut reconstruire. Je t'avais entendu parler lors de notre rencontre qu'on a fait à Terre d'éveil d'autisme même, d'Alzheimer, qui serait des... comme tu expliques, beaucoup trop de métaux lourds dans le corps. Les métaux lourds sont je veux dire, c'est un gros souci, non, de nos jours, ça. Oui, en fait, l'autisme ou Alzheimer, les maladies auto-immunes ou les maladies dégénératives, aujourd'hui, c'est de nouvelles maladies qu'on ne parlait pas souvent. En fait, même l'Alzheimer, on voyait, ou Parkinson, on voyait à un âge comme le diabète d'ailleurs. On parle de diabète, chaque fois dont le patient parle de diabète, c'est le grand-père à 80, 90 ans. Aujourd'hui, c'est voilà, le mode de vie. Et on sait aujourd'hui que les métaux lourds, ils sont la première cause des maladies auto-immunes. Ils sont des perturbateurs endocriniens. Ça vient d'où, ces métaux lourds ? Ça vient de partout. L'eau en bouteille, l'antimoine, la nourriture qu'on ingère quand on n'a pas un jardin, qu'on ne choisit pas ses aliments. Déjà, les aliments vibrent, du coup, on mange vivant, on est des vivants. Et ben, en plus, ils sont traités, voilà, les pesticides, insecticides, c'est le cadmium, c'est l'aluminium, fumée de cigarette, pollution, et pollution électromagnétique. La pollution, hein. Ouais. Dans le cœur de la Méditerranée, on sent la pollution. On sent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est reculé dans les deux lieux à Marrakech. Oui, là, on est en dehors de... Du coup, la pollution, il vient des vêtements en plastique qu'on porte, il vient de la nourriture qu'on ingère, de la manière dont on lave notre linge. C'est ça, tout. Et d'ailleurs, les ateliers, on parlait d'ateliers, on ne va pas mettre les ateliers juste pour le loisir créatif, mais on va associer un atelier de savon, de produits, de ménage à la santé. Et du coup, on va toujours lier les deux pour que les gens fassent en fait le lien. Les métaux lourds, ils causent beaucoup de problèmes. Et ben, beaucoup de cancers aussi. Il n'y a pas que les métaux lourds, mais il y a autres facteurs. D'ailleurs, c'est ce que je voulais plutôt savoir, les autres facteurs. Les mécanismes de la santé, on ne les connaît pas, comme on ne connaît pas les mécanismes de la maladie. Il y a quelqu'un qui n'a jamais fumé de sa vie, qui a toujours fait du sport, a habité dans un lieu, et il peut développer un cancer de poumon. Du coup, il y a un terrain, nous on dit le facteur génétique, mais quand on est conscient de ça, on peut en fait vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour tourner sa vie ou son hygiène alimentaire vers pas le déséquilibre, mais la fragilité qu'on porte. On a tous des fragilités. En médecine ayurvédique, au moment de la conception, on sait qu'on a pris une faiblesse du papa ou de la maman, et du coup on va parler de Vata Pitta, Pitta Kapha ou Kapha Vata. Du coup on sait que j'ai la fragilité Vata du côté de mon père par exemple, une fragilité digestive cardiovasculaire nerveuse, et j'ai une fragilité Pitta de la maman, du coup je risque ceci au niveau du foie ou inflammation. Quand on est conscient de ces fragilités, on connaît le terrain, on peut manger différemment, on peut... on va parler d'un cas concret. On va l'appeler Kaki. Il va se reconnaître. Parle-nous de Kaki. Kaki, pendant plusieurs années, il pensait qu'il était malade. Et il avait un souci de prise de poids que personne n'a jamais compris. Il faisait 130 kilos, c'est ça ? 138 kilos, je crois, avec une fissure ou un truc où il devrait se faire opérer sur le cœur. Il avait un métier... Oui, il avait un métier qui demande beaucoup. Avocat. Avocat. Avocat et très actif, très actif, capable de plein de choses. Donc, il est Pitta, du coup, c'est le feu, et il veut toujours faire plus. Et voilà, il est... Et le corps ne suit plus parce qu'il y a des déséquilibres. Il faut que le corps montre qu'il manquait des choses. Il était jeune. Il avait quoi ? Il avait jeune, 30 ans. 30 et quelques années. Quand tu l'as rencontré, quand il est venu dans ta vie, quelqu'un te l'a amené ?
quelqu'un à conseiller, parce que souvent on voit les gens, voilà, suite à une rencontre avant, et ben quand on a demandé au corps, il n'y avait pas de maladie. Je veux dire, il y avait un système cardiovasculaire qui est défaillant, et on voyait pourquoi. On était dans la micronutrition, on a vu la prédisposition qu'il avait déjà. Il y avait un conflit programmé, et du coup, sans faire appel aux outils, déjà le corps il nous dit qu'il y a un papa comme ça, une maman comme ça. Et si jamais le déséquilibre s'installe, ça va être sur ce plan. Il me dit, c'est exactement ça. C'est cardio, c'est métabolique. Parce qu'il était sceptique en arrivant, Kaki. Bah oui. Il a été bluffé par toute l'information qu'il a reçue d'un seul coup en peu de temps. Et par le déguisement aussi, parce qu'il vient voir, il attendait à voir un médecin. Ou il a vu un jardinier. Il a vu un jardinier avec son tablier, son chapeau. Et du coup, oui. Mais c'est pour ça qu'on ne fait pas recours tout de suite, on ne voit pas les bilans que les gens ils ont fait, on ne les écoute pas. Parce qu'après, ça va fausser. Il va dire, est-ce qu'il me sort des choses parce que j'ai déjà dit ça, ou si jamais ça vient en fait du thérapeute, de la personne qui veut aider, ça qu'on on va dire, oui, maintenant on est d'accord. Lui, il sait ce qui se passe. Moi, je le ressens, je le capte sur un plan vibratoire. Et maintenant, on va voir la physiologie, ce qui va dire. Quand on a utilisé les outils qu'on a à disposition, ça convergeait, on a tout compris. Et du coup, c'est la personne. Après, on n'a rien à faire. Il dit, ce que tu as compris, n'attends pas une prescription. Voilà, on a juste à corriger. Il ne s'est pas fait opérer. Il ne s'est fait pas opérer. En fait, le souci du corps, il s'est soudé. Le corps. En fait, il y avait un trou dans le cœur. Et puis, il y avait des douleurs un peu partout. Il y avait un terrain aussi diabétique. Il y avait changement alimentaire. Et du coup, en peu de temps, on a perdu 40 kilos. Et on est retourné au sport. Alors qu'on ne voulait pas fausser les résultats. Pas de régime, pas de sport. Comme ça, on voit si vraiment le corps s'est remis en fait à son fonctionnement humain naturel comme il devrait être, ou c'est juste le régime qu'il y a. Du coup, pas de régime, on mange ce qu'on veut, mais c'est la capacité du corps à éliminer qu'on a reconstitué. Du coup, on remet toujours, quand il y a un déséquilibre, on le remet au système qui est responsable. Du coup, la personne, il est déjà face à une entrée. C'est cardiovasculaire, c'est métabolique. Mais pour une autre personne, ça aurait été une opération. C'est que là, en fait, parce que tu n'es pas contre la médecine traditionnelle, je suppose. C'est que là, dans ce cas précis, il y avait autre chose qui était en train de se jouer. Et lui-même réalisait qu'en fait, il y avait une autre voie pour lui et ça résonnait. Parce que chaque cas est différent. Oui, chacun est différent. Mais des fois, il y a des priorités. Il y a des personnes qui viennent nous voir avec une demande sur un plan physiologique. Et on voit que non, il y a trouble au niveau de la polarité. Déjà, on n'est pas en phase avec soi. Du coup, quoi qu'on fasse, ça va pas. La personne, il est pas. D'ailleurs, la médecine chinoise, elle est basée sur cet équilibre du yin et du yang dans les personnes pour que les méridiens soient en place. Et ben, imagine quelqu'un qui est à l'envers, qui est vraiment à côté de lui-même, il va pas être réceptif. Et on le voit, les gens qui ont des soucis métaboliques, ils n'arrivent pas à perdre du poids. Avec tous les régimes qu'il y a, on voit les sportifs de haut niveau. Quand on voit les footballeurs, les connus aujourd'hui, dès qu'ils ont arrêté l'activité physique, ils prennent du poids avec des soucis de santé graves. Ça veut dire qu'il y a déjà une programmation en nous qui est parfaite et que le corps a ses moyens, a sa capacité de retrouver son équilibre parce que c'est son état naturel. Nous, on va chercher cet état naturel et on va chercher les soucis ou les conflits qui sont programmés. Quand on va les trouver, ça y est, c'est à la personne d'être face à lui-même et de dire voilà le chemin. Du coup, il y a des priorités aussi. On est face à des intestins poreux, par exemple. Du coup, même si on a tout vu, oui, le corps est carencé, on a besoin de telle ou telle chose. Mais je ne vais pas les prendre, ça ne sert à rien. Parce que le contenant il est altéré, la barrière intestinale est altérée. Du coup, on va viser juste les priorités, à réparer cette barrière intestinale et tout va, le corps, il est programmé. On entend l'appel à la prière là en même temps. Hein. Ça rythme notre journée. Ça rythme la journée ici. Et ça nous rappelle aussi à se reconnecter. Fasse la prière maintenant, plus tard, mais voilà, on va pas dire je sais pas comment la journée est passée ou comme quand on voyage, on sait pas comment on est arrivé là, j'ai pas fait attention. Là, ça rythme et ça nous rappelle. Une petite parenthèse, mais demain par exemple, c'est un vendredi. Le vendredi, c'est un jour où
les gens travaillent pas beaucoup, hein. C'est un jour qui est sain. Oui, c'est une journée de prière collective. Et du coup, c'est l'occasion que toute la ville, en fait, se rencontre dans des lieux sacrés, des mosquées. En groupe, ça dépend de la taille des mosquées, mais il y a des très grandes mosquées où, du coup, ça soude encore les liens, on est collés un à l'autre et voilà, on partage des... Ouais. Donc, pour en revenir à la santé, cet état naturel, originel, tout ça, est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais pour tout le monde à prendre ? Par exemple, régulièrement de la spiruline, de la vitamine D, C, du zinc, je ne sais pas, du magnésium. Est-ce que à travers toutes les consultations que tu as fait, pour toi, il y a quand même un minimum, ces choses-là qui seraient bonnes à prendre pour nous à travers l'hiver ou même à travers toute l'année? Parce que tu vois qu'à partir d'un certain âge, où il n'y a pas de trucs systématiques comme ça. Est-ce qu'il y a quelques conseils quand même, des pistes, tu vois, pour les gens qui écoutent, qui n'ont pas la chance de te rencontrer et qui ont la chance de voir cette vidéo? Il suffit de voir la nature, en fait. On dit toujours manger local et de saison. Quand on mange de saison, en fait, on est en train de soigner le corps, de détoxifier. Parce qu'en ce moment, la saison, par exemple, des cardans, radis noirs, l'artichaut, les radis, céleri, romarin, c'est des plantes en fait qui viennent à une période où on vise le foie. Ils sont riches en sélémarine, détoxifiants et hépatiques puissants. L'automne, juste avant, on avait les grenades, riches en vitamine E, antioxydants. On rentre sur une période en fait d'automne et d'hiver, on va s'enrhumer. Du coup, il faut faire le plein. La période est courte. Et ben, quand on consomme de saison, on est en train naturellement de saison et locale. Saison et locale. Et bien sûr, les gens ils disent oui, la spiruline, je dis oui, mais quand on était en bonne santé, on ne prenait pas la spiruline pour être en bonne santé. Le corps fonctionne avec autre chose, avec des choses endogènes, des oligos, des minéraux, des vitamines. Ils sont dans la terre. Du coup, quand on mange des bons légumes, des bons fruits, on boit de la bonne eau, normalement on est reminéralisé. Et c'est avec ça qu'on... Mais quand il y a un déséquilibre, des fois, ça ne suffit plus. Et aujourd'hui, on sait que la terre s'est appauvrie et on cultive même, je dis, hors sol et avec beaucoup de pesticides, insecticides. Du coup, on n'est pas, je veux dire, on n'est plus nourri comme avant. Et si on rajoute à ça tout ce qui est raffiné, on conseille toujours les gens d'éviter le farine blanche, le riz blanc, pâtes, sucre blanc, mais on ne sait pas pourquoi. Le raffinement accélère la déminéralisation. Du coup, si je devrais avoir des soucis de santé, et demain à 60 ans, je vais l'avoir à 30 ans. Et on voit ça aujourd'hui. Du coup, manger local et de saison et s'écouter. Parce que si on s'écoute, on aura vraiment, on est tous thérapeutes, on est tous comme les animaux. Je veux dire, ils savent ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut les manger. Quand on voit les chats, ils vont manger l'herbe à telle période pour... et faire comme on fait pour nos voitures, faire des check-up, faire des bilans. On n'attendait pas qu'on soit malade, on soit en déséquilibre pour aller voir quelqu'un. Il faut le faire avant, comme ça on fait l'état des lieux, et ben on oriente tous les efforts vers une détox d'un tel axe hépatique ou intestinal ou métabolique ou les tissus. Il faut vraiment... il faut être éveillé tout le temps. Et idéalement d'avoir un jardin. J'aime bien ce qu'il y a, the saying, il y a un panneau qui est dans ton jardin et qui dit même le plus petit des jardins est la porte au paradis ou au bonheur. C'est ça qui même si c'est un petit jardin, là aussi, de cultiver ses propres... C'est ça. Quand il est petit, c'est encore mieux qu'un grand parce qu'on le fait nous-mêmes. Et c'est une méditation. Et après, le rapport à la nature, à ses légumes, je veux dire, on se connaît, on vibre, on a arrosé plusieurs mois avant de manger. On apprécie encore la gratitude. Hein. Ouais. Et les plantes aussi, ils nous nourrissent. Ils n'ont pas été stressés, portés, voyagés, traités. Je veux dire, on vibre, on est de la même nature. Ils nous apportent déjà par leur richesse en aliments, en nutriments et par leur vibration. Et nous, on est fait des deux, en fait. On n'est pas qu'un corps physique. C'est un souci, l'eau au Maroc, quand même. Et le tremblement de terre. Parlons tremblement et eau. Je vais aborder le sujet, bien sûr, avec Guillaume de Aloe Agafé, mais... On disait... c'est quand même aride, hein. Des fois, devant une catastrophe, on a des choses magnifiques des bénédictions aussi qui arrivent au travers. Qui arrivent. Du coup, le tremblement de terre a
permis en fait aux plaques de bouger, et ça permet à l'eau de sortir là où il n'y avait pas. De monter un peu plus haut. De monter un peu plus haut. Du coup, j'ai expérimenté ça moi-même, un endroit où j'ai cherché l'eau 2 mois avant, et je retourne, l'eau a changé, et j'ai eu l'eau en abondance à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Du coup, il y a eu une fissure dans les plaques à 65 mètres, et on a eu l'eau en abondance. Et on a vu des sources voilà, où l'eau a séché depuis 82 ou 83 jusqu'à il y a quelques mois après le tremblement de terre. La terre est généreuse. D'ailleurs, il suffit qu'il y ait un peu d'eau, qu'il pleuve, on n'a même pas besoin de planter. Tout sort. La mauve, l'ortie, pourpier est très généreuse. Donc pour toi, aucune catastrophe naturelle te fait peur? Pour moi, aucune catastrophe me fait peur. D'ailleurs, on a vu tout ce qu'on a gagné en termes de solidarité. On s'est rendu compte. Je veux dire, on n'a pas vécu la guerre, on n'a pas vécu... Et on est de la terre. Quand il y a une catastrophe ailleurs, on est aussi concerné. C'est juste parce que c'est un peu loin géographiquement qu'on n'est pas concerné. Du coup, il faut qu'on soit aussi touché et voir le bien et se rappeler et apprécier la vie après c'est vrai qu'il y a des vies qui sont touchées, il y a eu des maisons cassées, mais les gens ils sont aussi reconnaissants, voilà, que la terre. Il y a une belle solidarité, généreuse, on le sent au Maroc. Maroc. Une belle solidarité. Merci Rachid. Merci. Infinie gratitude de t'avoir rencontré, d'avoir croisé ton chemin et plus. Nos chemins sont liés maintenant. Merci. J'adore. Grande gratitude. Et est-ce qu'il y a un dernier message, quelque chose que tu voudrais partager? Si par exemple c'était ton dernier jour de vie, s'il y avait quelque chose que tu voudrais transmettre, personne qui regarde, qui tiendrait à cœur de laisser avant de partir? Prenez soin de vous. Tout émane de nous. Et commencez à déclencher ces mécanismes en soi pour retrouver son équilibre ou guérison. Ou, on est important dans tout ça. Je veux dire, il faut arrêter d'attendre que tout vienne de l'extérieur. Tout est en nous. Ouais. L'étincelle, elle est en nous. Voilà, on la maintient. On la nourrit pour la faire briller. On porte tous une mine et des fois, voilà, il faut juste un coup de taille pour qu'on puisse être vraiment... mais on est tous à l'image du Créateur. Divan. Merci Rachid, on vous embrasse très très fort, cher co-créateur. Merci d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Elle existe aussi en podcast, cette émission, donc vous pouvez aussi l'écouter sur toutes les plateformes de podcast en audio, ce qui peut être très pratique. Et merci de le partager autour de vous. Bien sûr que d'autres personnes, si vous en avez bénéficié, d'autres personnes aussi en bénéficieront. Donc merci de la partager, je vous embrasse de tout cœur et je vous retrouve très bientôt sur la télé de Lilou avec d'autres interviews au Maroc. Yeah, merci Rachid pour tout et merci à Terre d'Éveil et toute ta belle équipe. Merci. Gros bisous, à bientôt.